Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. À 20 jours de son investiture, le président élu ne cesse de recevoir des messages de félicitations de la part de ses homologues étrangers. S'achemine-t-on vers un rapprochement entre le pouvoir et l'opposition? Tout laisse à penser à l'organisation d'un dialogue inclusif dont les contours restent à définir. Et les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se jouent demain au programme. La Tunisie puis l'Algérie opposées respectivement au Sénégal et au Nigeria. Et le Maghreb se prend à rêver d'une finale entre les deux pays voisins. Merci d'être avec nous. Après son élection à la magistrature suprême du pays, le président élu reçoit des messages de félicitations de partout à travers le monde. Élu à plus de 52% des suffrages, Mohamed Cheikh El Ghazouani doit remplacer l'actuel président sortant à la tête du pays pour un mandat de 5 ans. Un reportage de Hamarda Diagana. À moins de 3 semaines de son investiture, le président de la République élu, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ne cesse de recevoir des félicitations à travers le monde suite à son élection à la magistrature suprême. Élu président de la République après le scrutin du 22 juin 2019, Ould Cheikh El Ghazouani était en lice avec 5 autres candidats, dont 4 de l'opposition. Ces derniers ne reconnaissent toujours pas la victoire de Mohamed Cheikh El Ghazouani et rejette les résultats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel. La France, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, pour ne citer que cela, ont manifesté leur satisfaction sur l'organisation de la présidentielle en Mauritanie. Ils ont tous félicité le nouveau président élu qui doit prêter serment le 2 août prochain. Plusieurs chefs d'État sont attendus pour assister à la cérémonie de passation de pouvoir entre l'actuel président sortant et le nouveau président élu. Dans un point de presse, le candidat Kalamidou Baba a fait savoir que 255 responsables, cadres et militants de la coalition Vivre Ensemble ayant soutenu sa candidature ont été arrêtés. Ces arrestations sont survenues après les manifestations post-électorales suite au scrutin présidentiel du 22 juin dernier. Parmi ces individus, certains ont été libérés à l'image de Samba Thiam, leader des forces progressistes pour le changement d'ex-flamme. S'achemine-t-on vers un rapprochement entre le pouvoir et l'opposition? En tout cas, certains signes nous laissent penser à cette option, même si rien de rassurant n'a été posé de part et d'autre. Mais le dialogue semble inéluctable pour tourner la page de la préélection. C'est récidivé. L'opposition continue de rejeter les résultats de la présidentielle du 22 juin. Les résultats annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI validée par le Conseil constitutionnel, ne reflètent pas la volonté du peuple. Les candidats malheureux au scrutin du 22 juin reprennent cette phrase à toutes les occasions et sorties médiatiques. La poussée de fièvre qui a gagné plusieurs quartiers de la banlieue de Nouakchott au lendemain de la proclamation des résultats est retombée. Mais les forces de l'ordre veillent encore au grain. Pour désamorcer la crise, plusieurs acteurs nationaux souhaiteraient voir l'opposition et la majorité réunis autour d'une table. Mais pour certains, le dialogue avec le pouvoir rappelle de mauvais souvenirs. Au moment où il y a encore des détenus qui croupissent dans les prisons, au moment où il y a des fusils pointés sur des populations, on leur dit « venez, nous allons parler ». La coalition Vivre Ensemble n'est pas engagée dans un dialogue. Pour qu'on puisse parler d'ouverture ou de tentative même d'un dialogue, ça supposait que 2 préalables soient réglés. La libération des détenus, la levée de l'état de siège qui ne dit pas son nom. Je le dis ici au nom de la coalition. Tant qu'il y aura un seul détenu politique, la CDE ne s'engagera pas dans un dialogue ou dans ce qui ressemble à un dialogue. Le dialogue serait-il désormais dans tous les esprits? Il y a 4 jours, le candidat Biram Daabeid et le ministre porte-parole du gouvernement, Seydina Ali Ould Mohamed Rouna, se sont rencontrés.
Même si rien de concret n'a été pris, cette entrevue entre les deux hommes présage d'une volonté de communiquer ensemble. Biramda Abeid a déjà annoncé plusieurs préalables au dialogue, parmi lesquels le retrait des forces de l'ordre des quartiers et des villes, la libération des manifestants arrêtés, ainsi que les activistes de droits de l'homme ou encore le retour des déportés. Reste à savoir si l'opposition, dans sa configuration post-22 juin, se retrouvera-t-elle et se reconnaîtra-t-elle dans la démarche initiée par Biramda Abeid. Le parquet général de Nouakchott-Ouest a renvoyé le dossier du journaliste Ahmed Wadia à la police pour complément d'enquête. Wadia a été déféré jeudi dernier au parquet après plus d'une semaine de détention. Plusieurs organisations de presse et de défense des droits humains ont tenu des manifestations ou émis des communiqués demandant sa libération. Actualité internationale à présent, Federica Mogherini préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Dans l'interview exclusive qu'elle a accordée à la Deutsche Welle au terme de 72 heures de visite au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la haute représentante de l'Union européenne aux affaires étrangères constate qu'en l'espace de 4 années, le flux migratoire qui transite par le Niger a considérablement baissé. L'Union européenne apportera une aide de 138 millions d'euros supplémentaires pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel. C'est ce qu'a annoncé Federica Mogherini lors de ce voyage, mais elle prévient que l'Union européenne ne doit pas avoir l'exclusivité de ce soutien. Elle appelle d'autres partenaires à soutenir les autorités du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, contre les changements climatiques et dans leur quête de développement économique et social. En fin de mandat, Federica Mogherini conseille à son successeur de ne pas considérer l'Afrique seulement sous l'aspect migratoire. Le Parlement burkinabé a adopté jeudi une loi prolongeant l'état d'urgence du 13 juillet 2019 au 12 janvier 2020 afin de renforcer la lutte contre le terrorisme dans plusieurs provinces du pays. Confronté à une recrudescence des attaques terroristes sur la quasi-totalité de son territoire, le Burkina Faso a instauré depuis le 1er janvier 2019 l'état d'urgence dans plusieurs provinces. Les forces de défense et de sécurité ont de leur côté multiplié les opérations antiterroristes dans l'est et le nord du pays, où la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, forçant des milliers de personnes à se déplacer. Près de 500 personnes, dont des éléments des forces de défense et de sécurité, ont été tuées dans les attaques terroristes au Burkina Faso depuis 2015. Les avertissements de Washington n'y changent rien à la livraison des missiles russes S-400 démarré vendredi se poursuit ce samedi à Ankara. C'est ce qu'a annoncé le ministère turc de la Défense. Le ministère turc de la Défense l'a annoncé sur Twitter. Je cite, « La livraison des systèmes de défense aérienne et antimissiles longue portée S-400 a repris aujourd'hui. Le 4e avion russe transportant des pièces de S-400 a atterri sur la base aérienne de Murted près d'Ankara. La livraison de ce système de défense antiaérienne sophistiqué marque un pic dans le réchauffement des relations entre la Russie et la Turquie, qui a pris ses distances avec le camp occidental depuis un coup d'État manqué en juillet 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan. Le Royaume-Uni a annoncé hier le déploiement d'un 2e navire de guerre dans le Golfe, 2 jours après un incident avec la marine iranienne qui avait tenté, selon Londres, d'empêcher le passage d'un pétrolier britannique dans les détroits d'Ormuz. Le destroyer HMS Duncan se rend dans le Golfe pour relayer la frégate HMS Monrose, déjà sur place, afin de continuer à garantir la liberté de navigation pour les navires transitant par cette voie de navigation cruciale, selon les termes d'un porte-parole de l'exécutif britannique. Cette rotation, qui était programmée, a été avancée selon une source de défense qui a souligné que les 2 navires resteraient temporairement ensemble dans la région, mais sans préciser combien de temps. Des milliers de Soudanais ont manifesté aujourd'hui à travers le pays pour rendre hommage aux manifestants tués le 3 juin lors de la dispersion à Khartoum d'un sit-in demandant aux dirigeants militaires un pouvoir civil. 40 jours après l'évacuation brutale de ce rassemblement, l'Alliance pour la liberté et le changement, le fer de lance de la contestation, a appelé les Soudanais à défiler dans les rues en signe de soutien aux familles des victimes. Au moins 136 personnes ont été tuées le 3 juin par des hommes armés, selon un comité de médecins proches de la contestation, tandis que les autorités parlent de 71 morts.
Scandant 100%, nous n'accepterons pas de compensation, une foule de manifestants a envahi les rues du quartier de Bahri, dans le nord de Khartoum, au lieu de la contestation qui a causé la chute d'Omar al-Béchir le 11 avril dernier, après 3 décennies au pouvoir. Environ 700 sans-papiers, membres du collectif des Gilets Noirs, manifestaient au cœur du Panthéon hier à Paris afin d'obtenir des papiers et des logements pour tous. Lassés de la lourdeur administrative, ils refusaient de négocier avec les préfectures et s'adressaient directement à Matignon. Ce lieu emblématique de la République française a été évacué vers 16h45 par une sortie située à l'arrière du bâtiment. Les occupants ont ensuite patienté à l'extérieur, encadrés par les forces de l'ordre, en scandant notamment « Gilets noirs et qu'est-ce qu'on veut des papiers ?» Dans le sud de la Somalie, au moins 26 personnes ont été tuées et 56 autres blessées dans l'attaque par les militants islamistes Shabab d'un hôtel de la ville portuaire de Kismayo. Le siège a pris fin ce samedi en début de matinée. L'attaque a commencé hier vendredi en fin d'après-midi quand un véhicule piégé a explosé à l'entrée du Médina, un hôtel très fréquenté du centre de Kismayo. Des hommes armés ont ensuite pénétré dans l'hôtel où ils ont affronté les forces de sécurité présentes. Les Shabab qui ont revendiqué l'assaut ont reproduit là un schéma qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans la capitale Mogadiscio. Les images sont impressionnantes et la prise tout autant. Dans une vidéo digne des meilleurs films d'action, des gardes-côtes américains ont rendu compte d'un coup de filet pas comme les autres. En bateau, dans les eaux internationales de l'océan Pacifique, ils ont poursuivi un narco sous-marin et arrêté les trafiquants à bord. Estimation de l'opération, 18 tonnes de cocaïne et 420 kilos de marijuana saisis, le tout pour un montant qui avoisinerait les 500 millions d'euros. La vidéo, dévoilée par les gardes-côtes américains jeudi, a été tournée le 18 juin dernier. Sport à présent, gravement blessé lors du dernier match des Morabitoun à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le défenseur central a été opéré lundi dernier avec succès. Diadier Soukhasso Diarra a subi une intervention chirurgicale au bras après sa fracture de l'humérus gauche contractée le mardi 2 juillet dernier lors du match contre la Tunisie. L'opération s'est déroulée à Boulogne-Billancourt, commune française en région Île-de-France. La durée d'indisponibilité du sociétaire du CS Sedan n'a pas encore été communiquée. L'image d'un Diadier Diarra décidé à continuer la partie face aux Aigles de Carthage sur la pelouse du stade de Suez en dépit d'une fracture au bras avait fait le tour des réseaux sociaux. Le public mauritanien avait salué à l'unanimité le courage du défenseur de 26 ans. À moins de 24 heures des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, les entraîneurs des différentes équipes ont fait des déclarations à la presse sur l'état d'esprit de leurs différentes sélections. Quand on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique, l'aspect de la récupération, surtout mentale et psychologique, va un peu plus vite qu'en temps normal. Tout le monde a envie de jouer une demi-finale de CAN. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc je pense que l'ensemble de l'effectif, à part, comme vous avez dit, Issa Fatal, sera disponible pour ce match-là. Dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire depuis le début de cette compétition, je crois que effectivement on a joué des équipes qui ont un profil différent de celui de la Tunisie. Maintenant, comme je dis, la Tunisie effectivement est une équipe très technique, dotée d'individualité, capable de faire la différence avec le ballon. Ils ont des circuits préférentiels qu'on connaît très bien. C'est un autre football, mais ça demeure quand même un match très compliqué qui nous attend. Donc nous, on va rester dans ce que nous avons toujours fait. Effectivement, je connais la plupart des joueurs de cette équipe du Sénégal, bien sûr. Si le match se résumait à la connaissance que j'ai des joueurs, ça serait une bonne chose. Je crois que la réalité est tout autre. La connaissance est une chose, les relations sont une chose également. C'est le terrain avec les forces en présence des deux équipes qui sera le plus important et qui permettra à l'une ou l'autre équipe de remporter cette victoire.
Et c'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. À 20 jours de son investiture, le président élu ne cesse de recevoir des messages de félicitations de la part de ses homologues étrangers. S'achemine-t-on vers un rapprochement entre le pouvoir et l'opposition? Tout laisse penser à l'organisation d'un dialogue inclusif dont les contours restent à définir. Les demi-finales de la CAN 2019 se jouent demain. Au programme, la Tunisie puis l'Algérie, opposées respectivement au Sénégal et au Nigeria. Et le Maghreb se prend à rêver d'une finale entre les deux pays voisins. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.